Alors, quelles sont les limites de la théorie classique de l'échange international? Alors, la première, et c'est pour ça qu'il y a de nouvelles théories, c'est que tous les échanges, toutes les catégories d'échanges ne sont pas considérées ou ne peuvent pas être expliquées, en tous les cas, par les théories classiques. Par exemple, comment rendre compte que l'Allemagne et la France soient spécialisées dans l'automobile? Donc ça voudrait dire qu'ils partagent tous les deux un avantage absolu ou que l'avantage comparatif est présent chez l'un des deux. Comment se fait-il qu'on vende des voitures aux Allemands et que les Allemands nous vendent des voitures? C'est contraire, précisément, à l'esprit de la spécialisation. Et pourtant, ce sont les échanges qui se développent le plus. Alors, pas des automobiles contre des automobiles, mais ce type d'échange, donc, un pays spécialisé dans une production va échanger avec un autre pays spécialisé dans la même production. Donc ça, il va falloir en rendre compte. Voilà un des exemples qui n'est pas pris en compte par la théorie classique de l'échange. Nouveaux avantages comparatifs et nouveaux échanges. Alors, effectivement, on verra que les avantages comparatifs, eh bien, ils bougent, ils se déplacent, ils se transforment, et donc ils vont donner lieu à de nouveaux échanges. Alors d'abord, et ce qui n'est pas pris en compte dans la théorie classique, pour la théorie classique, l'avantage, il provient du prix. Prix des facteurs, répercuté dans le prix des produits fabriqués, et donc dans le prix des exportations. Donc c'est le prix qui est la variable essentielle du commerce international, le prix des biens. Eh bien, on sait aujourd'hui que, plus important parfois que le prix, en tous les cas dans certains métiers, plus important que le prix, il s'agit d'obtenir des avantages hors coût, hors prix précisément. C'est-à-dire maîtrise technologique, innovation technologique, qualité. Hein, ce sont les attributs aussi, aujourd'hui, qui doivent être attachés au produit pour pouvoir être exportés. Tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. Eh bien, cette compétitivité hors prix, elle n'est pas du tout évoquée, présente dans la théorie classique. Hein, dans la théorie classique, l'avantage, il provient d'une baisse de coût ou d'une baisse de prix. Donc, voilà, il y a tout un tas d'échanges, de spécialisations, de secteurs d'activité, dont on ne va pas pouvoir rendre compte de la dynamique, parce que ce qui prévaut là-dedans, c'est pas le prix, c'est au contraire tout ce qui est hors prix. C'est aussi le développement des échanges intra-branches. Donc je vous disais tout à l'heure, des voitures contre des voitures, mais mieux encore, ou différent si vous préférez, des voitures contre des moteurs. On est toujours dans la même branche, dans la branche automobile, mais on peut échanger des gros sous-ensembles contre des produits finis, par exemple. Hein, donc il va falloir expliquer la nature de cette spécialisation. Et puis, le gros, c'est le développement des échanges intra-firmes. Alors qu'est-ce qu'un échange intra-firme ? Eh bien, c'est dans le cadre des firmes transnationales, forcément. Il faut que ce soit des firmes qui soient implantées à l'étranger. Et donc, là, l'échange, il n'est plus entre deux nations. L'échange, il va se faire entre deux filiales de la même firme transnationale. Pourquoi ? Eh bien, parce que la transnationale, par exemple, va fabriquer une partie de son produit en Amérique latine, une autre partie en Asie, va assembler le produit, les deux parties, si vous voulez, dans un autre pays asiatique, et va finir de le tester, de le packager, etc., sur l'ensemble des marchés de consommation où elle peut prétendre vendre son produit. Eh bien, on voit bien que le produit va circuler, enfin le demi-produit, les matières premières, vont circuler entre les différents sites, ce qu'on appelle des filiales, en l'occurrence, des firmes transnationales. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'un tiers du commerce mondial, même plus d'un tiers du commerce international, est sous la forme de ces échanges entre filiales des firmes transnationales. D'accord ? C'est ce qu'on appelle des échanges captifs, parce que ces échanges ne passent pas par un marché. C'est vendu par une filiale, mais on ne cherche pas un acheteur. C'est vendu directement à l'autre filiale du groupe. Hein, et entre-temps, ça passe les frontières. Alors j'attire votre attention aussi sur le fait qu'évidemment, techniquement, les firmes transnationales vont entraîner une accélération des échanges. Avant, une entreprise produisait tout
sur sa base nationale, c'est-à-dire dans son pays d'origine, elle-même ou avec des sous-traitants locaux, donc il n'y avait pas d'échange. La seule chose qui s'échangeait, c'était le produit fini, on l'exportait. Aujourd'hui, avec le mécanisme dont je viens de vous parler, eh bien, on va avoir une exportation, une importation, une autre exportation. Bref, pour la fabrication d'un même produit, on va avoir 7 ou 8 flux d'échanges internationaux. La matière première qui va s'échanger, puis après le demi-produit qui fait avec la matière première qui va changer de pays, et puis le produit fini qui va, lui, être exporté vers tous les pays où il y a un marché. Donc, le phénomène de la transnationalisation des entreprises conduit techniquement à une augmentation des échanges. Hein, c'est un enseignement purement technique, si vous voulez, comme conséquence donc de ce développement des firmes transnationales. Et puis, après, il faut aller plus loin que peut-être que ce que nous ont dit Ricardo sur l'avantage comparatif, ce que nous a dit Ricardo sur l'avantage comparatif, et ça on le sait par rapport au paradoxe de Leontief. Donc Leontief est un célèbre économiste américain, comme son nom ne l'indique pas, qui a proposé d'ailleurs, qui a fait souffrir des générations entières d'étudiants, puisque c'était le premier à proposer d'une manière systématique des tableaux à double entrée, hein, avec des centaines de données à l'intérieur, donc le commentaire était toujours très très malaisé, hein, qui a introduit aussi le calcul matriciel en macroéconomie. Tout ça, ce sont des bons souvenirs d'étudiants en sciences économiques. Bref, c'est pas pour cela que Leontief nous intéresse aujourd'hui. Il nous intéresse parce qu'il a essayé de tester la théorie libérale sur les exportations américaines. Donc, il travaille sur les exportations américaines dans les années 50, je crois, c'est pas très récent, et il se dit, ben voilà, qu'est-ce que possèdent le plus les Américains comme facteur de production? Bon, au hasard, on va dire le capital, hein, puisque c'est le temple du capitalisme, donc le capital doit y être bien représenté. Donc Leontief, il dit, ben, on va prendre donc la théorie de HOS, du modèle HOS, et puis on va dire, ben, puisque le capital est le facteur le plus abondant, c'est forcément le moins cher, et donc les exportations américaines doivent comporter plus de capital que des autres facteurs. Donc il fait ses petits calculs, Leontief, puis il vérifie, et pas du tout. Le résultat est négatif. D'où l'idée, le paradoxe de Leontief. Le résultat, c'est que les exportations américaines, dans les années 50, elles incluent surtout beaucoup de travail. Explication du paradoxe. En fait, le travail, ça ne suffit pas. Il faut savoir de quel travail on parle. Dans les exportations américaines, il y a beaucoup de travail, effectivement. Mais il y a beaucoup de travail hyper qualifié. C'est-à-dire du travail d'ingénieur, du travail de chercheur, du travail de technicien supérieur. Et en fait, ce travail-là, hyper qualifié, il est totalement complémentaire du capital technique pour lequel les États-Unis sont réputés. Donc, ça n'infirme pas, globalement, la théorie HOS, ça la spécifie juste, ça la précise. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner simplement au niveau des trois grands facteurs de production, la terre, le capital et le travail. Il faut pousser l'analyse beaucoup plus fine. Par exemple, au niveau du capital technique, il y a du capital technique plus ou moins sophistiqué. Donc il va falloir procéder à une analyse. Est-ce que ce sont des technologies innovantes ou est-ce que ce sont des technologies classiques qui sont détenues par les nations? Donc c'est ce qu'on appelle, en attendant, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Leontief. Et puis, la construction de l'avantage comparatif. Alors ça, c'est aussi les nouvelles théories des années 80. On verra tout à l'heure la théorie de Paul Krugman. L'idée, c'est que l'avantage comparatif, il n'est pas donné. On peut le construire. C'est-à-dire que les nations, par un effort de volonté, et notamment de volonté politique, hein, ça relève le plus souvent de la politique industrielle, donc de l'État, eh bien, va pouvoir construire de toutes pièces un avantage comparatif qui n'existait pas, et je vous montrerai tout à l'heure comment. Bref, tous ces points-là n'ont pas de réponse avec la théorie classique. Alors, donc c'est un défaut de la théorie classique, et en même temps, c'est la nécessité d'introduire de nouvelles théories.